Après avoir énoncé de façon très générale les principales caractéristiques des mécanismes de mise en œuvre des droits de l'homme, attardons-nous plus en détail sur le mécanisme de type préventif. Le contrôle préventif intervient dans un contexte général qui ne pousse pas l'organe international saisi à se prononcer sur le statut ou sur la situation individuelle et concrète d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminées. Non, le regard qui est ainsi pratiqué porte sur une perspective généralement beaucoup plus globale du respect des droits de l'homme. Cette forme de contrôle est très répandue à l'échelon universel. Ainsi, dans le cadre du contrôle du respect des droits de l'homme qui s'effectue à l'ONU, le contrôle préventif permet d'entamer un dialogue avec les États sur la base de rapports que ceux-ci sont invités à présenter périodiquement au sujet de la situation du respect des droits de l'homme durant un laps de temps déterminé. Ce mécanisme est prévu par les conventions et les pactes que l'ONU a institués en matière de droits de l'homme. On le rencontre aussi bien dans les conventions dotées d'une vocation très générale, comme c'est le cas du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que dans des instruments voués au respect plus spécifique de certains droits. Je pense ici par exemple à la Convention contre la torture, ou bien à la protection de certains groupes de la population particulièrement vulnérables. Je pense ici à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ou encore à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la base de ce mécanisme, l'État partie, comme je le disais, est invité à venir présenter la situation nationale relative à l'application du traité en cause et au respect des droits que celui-ci contient sur la base d'un rapport qui est d'abord un rapport initial. Le dépôt du premier rapport par l'État signataire intervient en effet quelque temps après que celui-ci a ratifié le traité en cause. Ensuite, l'État est à nouveau invité à exposer de manière périodique la situation relative à la mise en œuvre de l'instrument lors d'intervalles donc réguliers de l'ordre de 4 à 5 ans environ. Un certain suivi du respect des droits de l'homme peut ainsi être assuré d'une période à l'autre. Prenons l'exemple de l'article 16, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À teneur de cette disposition, je cite, « Les États partis au présent pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le pacte. » La présentation des rapports a généralement lieu lors de sessions organisées de manière officielle et contradictoire. À l'occasion de ces présentations, l'État se voit poser des questions et il a la possibilité de présenter des explications complémentaires, d'ajouter d'autres éléments à son rapport et plus généralement de répondre à toutes les interrogations qui sont susceptibles de lui être soumises par les membres du comité en cause. Je prends une nouvelle disposition pour illustrer mon propos. Il s'agit de l'article 17, paragraphe 2, toujours du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À teneur de cette disposition, les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés des États de s'acquitter pleinement des obligations prévues par le présent pacte. Les comités des Nations Unies en matière de droits de l'homme, qui ont vocation à recevoir, à examiner, à traiter les rapports présentés par les États parties, sont composés de personnalités hautement compétentes dans le domaine considéré et ils sont en général institués par les traités eux-mêmes qui énoncent les droits en cause. C'est pourquoi on parle à leur propos de treaty bodies ou de mécanismes conventionnels. C'est une terminologie que l'on utilise très couramment
dans le domaine des droits de l'homme aux Nations Unies. Par exemple, le comité institué par la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est, selon l'article 17 de cet instrument, composé de 23 experts d'une haute autorité morale et, d'après cette disposition, éminemment compétents. Ces experts sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants. Ils siègent au sein du comité à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation, bien sûr, des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques, toujours à teneur de la disposition que je viens d'énoncer. Après la présentation et l'examen du rapport, l'organe international rédige une prise de position assortie de conclusions et de recommandations à l'égard de l'État concerné, dans la perspective, bien entendu, d'indiquer à celui-ci les mesures à prendre et de l'inviter à les prendre pour assurer un meilleur respect des droits de l'homme. Plus généralement, il faut d'ailleurs relever ici, malheureusement trop brièvement, que les comités des Nations Unies issus des Treaty Bodies assument aussi une autre fonction extrêmement importante, indépendamment des rapports périodiques qui leur sont présentés par les États parties, c'est la possibilité de rédiger ce que l'on appelle des observations générales. Il s'agit de textes juridiques généralement très complets, extrêmement intéressants, qui visent à préciser, à interpréter, à expliquer le contenu des divers droits qui sont compris dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, dans une perspective préventive, elle aussi, visant à assurer un meilleur respect au niveau des États parties. Alors, vous le voyez, l'avantage du contrôle préventif, c'est qu'il permet l'exercice d'un droit de regard étendu, gracieux, en dehors de tout litige, qu'il ouvre la voie à un dialogue ouvert, franc, sincère, constructif, et qu'il présente une opportunité unique de se retrouver au sein d'un forum neutre, international, visant à tracer des perspectives en vue d'une meilleure application des droits de l'homme. Son inconvénient majeur, il faut bien le relever, c'est que ce type de contrôle, ce type de mécanisme reste, vous l'avez compris, largement tributaire de la bonne volonté des États et qu'il est par conséquent dépourvu de toute espèce d'effet contraignant. C'est donc un instrument, on pourrait dire, plus diplomatique que juridictionnel, plus moral que véritablement juridique, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des recommandations qui sont contenues dans les rapports rédigés par les comités des Nations Unies. Malgré tout, si l'État qui a présenté son rapport ressort de cette forme d'examen enrichi des multiples observations qu'il a pu recueillir lors de la présentation du rapport en question, la mise en œuvre des recommandations de l'organe international de contrôle reste et obéit très largement à sa libre volonté. Pour illustrer de manière très pratique et concrète l'importance de ce mécanisme de contrôle, je vous propose à présent de visionner ensemble l'interview que nous avons réalisée avec M. Jean Zermatten, membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et spécialiste éminent du domaine des droits de l'enfant.